Cet épisode vous est offert par Yamaru Photo, collectif de photographes maliens. Bienvenue sur votre podcast dédié à l'art et à ses métiers, La Pause d'Art. Anecdotes, passion, parcours inspirant d'artistes d'ici pour le monde et ceux du monde pour ici. À suivre donc La Pause d'Art. Il paraît que c'est lors d'un autoconfinement, lors de la crise sanitaire Covid-19, que tu écris ton premier roman. Peux-tu nous raconter cette écriture-là, Charles? En fait, j'ai toujours écrit, parce qu'en réalité, comme j'ai commencé à lire très tôt, je crois que la lecture m'a fait écrivain très vite. C'est-à-dire, je crois que j'ai commencé à écrire des poèmes. Moi, j'ai commencé par la poésie, parce que pour moi, la littérature, c'est la poésie. Parce que, en fait, c'est ça aussi. C'est mon lien, c'est le lien avec l'art. Même la littérature, je suis rentré par la porte la plus artistique de la littérature, qui est la poésie. Donc j'ai commencé à écrire la poésie très tôt. J'écris très tôt, mais j'ai jamais publié. Je m'exprime, j'écris, je parle de poèmes. J'ai fait des articles sur l'art, j'ai écrit pas mal de choses. Les gens disaient, Chab est un auteur, donc dans mon CV, c'était Chab, critique, écrivain. Mais mes amis qui me lisaient et qui connaissaient tout ce que je faisais disaient, mais Chab, quand tu vas écrire de la fiction et tout ça, et moi je disais toujours, bon, le jour où je ne courais plus le monde à faire des trucs, à m'exciter, à faire du fou, je vais me poser, je vais écrire. Et c'est vrai, à l'époque, depuis longtemps, j'ai tellement de livres dans ma tête qui trottent dans ma tête que j'écris, parce qu'en réalité, moi j'écris beaucoup dans ma tête. En 2020, quand il y a eu le Covid, c'est la première fois que je me retrouve dans une situation que je ne connaissais pas. Moi, je voyage énormément, même quand je n'ai pas de raison financière pour voyager, je voyage. Donc, je bouge beaucoup. Et 2020, je commence avec ce Covid, ça tombe et on dit, moi j'ai eu une frayeur extraordinaire parce que j'ai une grande famille et donc il fallait que je fasse en sorte que je protège les gens de ma famille. Donc j'ai commencé à dire à tout le monde, vous ne bougez pas. Il n'y a qu'une personne qui sort, qui va au marché, ma femme qui va au boulot, avec toutes les précautions. Moi je travaille chez moi, ma fille qui va à l'école, sinon tous les autres, je dis, si vous sortez de la maison, le principe est simple, quand vous arrivez, vous laissez vos affaires devant. Donc j'ai commencé à emmerder tout le monde. Et donc il fallait que moi-même, je respecte les consignes que je demandais aux autres cousins. Donc je ne sortais plus. Je commençais à... Je crois qu'au bout de 2 semaines à la maison, je commençais à me dire, bon, écoute, là ça ne va pas. Toi, tu vas péter les plombs. Donc je commence à écrire. Je commence à écrire et j'écris 3 textes en même temps. J'écris un livre sur mes rencontres dans les rencontres photos de Bamako. Donc je commence de 94, j'écris ce bouquin, je le finis et je commence à écrire parce que c'est vrai que le Covid m'a ramené à des choses plus anciennes, mais pas trop anciennes. Ça m'a ramené aux années 2012 quand il y a eu le premier coup d'État au Mali. D'accord. Et comme si je savais qu'il allait y avoir un autre coup d'État, je me suis intéressé au problème du Nord. Et parce que ma mère est décédée parce qu'il y a eu l'occupation du Nord, j'étais obligé de la ramener ici, elle repart. Ce truc, je l'ai traîné en moi. Elle est repartie, elle est décédée finalement en 2017, mais je n'ai pas réglé, je n'ai pas fait mon deuil de cette mort. Et tout ça, et donc, à un moment, le livre d'Elias a commencé à me dire, mais tu m'écris depuis un moment, donc comment ça? Donc je commence à écrire. Et en moins de 2 mois, j'envoie un peu mes textes à un ami qui lit ça, il me dit, mais Charles, finis-le, vas-y, il pousse. J'envoie à un autre ami éditeur, il me dit, ça je le veux pour la rentrée littéraire du Mali. Je dis, ok, donc je le finis. Bon, il y a eu beaucoup de problèmes d'édition parce que moi, à un moment, j'ai écrit un bouquin, mais j'ai dit à mon éditeur, tu t'en occupes, mais il ne s'en est pas occupé, donc j'ai dû le réécrire après, plus tard. Mais
en fait, le fait de ne plus faire ce que je faisais, qui me rendait heureux, il fallait que je trouve quelque chose pour le remplacer. D'accord. Parce que je n'étais pas capable de rester là à accepter ce qui m'arrivait. Donc, l'écriture m'a permis en fait juste de passer, comme je te disais tout à l'heure, à autre chose pour être heureux. Et quand j'ai fini d'écrire le livre d'Elias, après avoir écrit le livre sur les rencontres, le troisième, c'est celui qui va sortir bientôt là. Oui. J'étais à 80 pages, je m'arrête et puis je dis bon, là c'est bon là. J'ai ma dose pour être heureux pendant encore un bon moment, donc on ne va pas s'énerver. Ce n'est même pas de les publier, c'est de les avoir écrits. En fait, moi je suis plutôt dans la lecture et dans l'écriture. L'écriture, pour moi, est un acte plutôt artistique lorsqu'il reste un acte individuel. D'accord, ok. Tu vois, c'est-à-dire, c'est pas la publication et la diffusion n'est pas dans le plaisir. Le plaisir finit à partir du moment où tu publies un livre. Le plaisir, il est dans l'écriture. Ouais, je peux comprendre. C'est le chemin. Voilà, c'est pas la destination. Voilà, c'est pas la destination. Donc, en fait, et puis surtout que moi, personnellement, l'expérience que j'ai faite avec le livre d'Elias, c'est qu'une fois qu'il est publié, une fois qu'il a été pris en charge par ce qu'on appelle le système, il y a ce que les gens disent de bon et de mauvais. Donc, du coup, je n'ai plus le même plaisir que de l'écrire. Oui. Tu vois, donc en fait, c'est pour ça d'ailleurs, je pense que je me suis remis tout de suite à écrire la suite. Parce que je me suis rendu compte que c'est dans l'écriture que j'ai plus de plaisir que dans la publication ou dans la reconnaissance. Oui, il y a bien sûr la reconnaissance des pairs, la reconnaissance des gens. Quand mon livre arrive dans les 6 livres sélectionnés pour le prix Orange 2022, c'est vrai, ça fait plaisir d'être dans la même liste que des écrivains que j'aime beaucoup, dont j'apprécie le travail, comme Samy Tiak ou bien, tu vois, d'autres écrivains. Mais c'est vrai que moi, je suis plutôt dans le plaisir de faire, d'écrire. Et c'est vrai que c'est pour ça, d'ailleurs, je pense que bon, maintenant, c'est plutôt ça, quoi. J'écris plus que je ne fais des expos, mais j'en fais toujours. D'accord. Mais je voudrais savoir, il y a cette écriture-là sur tes rencontres, des rencontres, on va dire, et le livre d'Elias. Est-ce que nous ne sommes pas dans quelque chose d'un peu autobiographique? Absolument. C'est-à-dire, en fait, est-ce tes mémoires, mais d'une façon particulière? Oui, il y a des gens qui m'ont dit, j'ai des amis qui me connaissent et qui me disent, tu règles tes comptes. J'ai dit non, c'est pas une question de régler. Je dis oui, dans une certaine mesure, je règle mes comptes. Mais je règle mes comptes avec moi-même. C'est-à-dire, c'est pas un règlement de compte avec la vie ni avec d'autres personnes. C'est un règlement de compte avec moi-même. Des comptes avec moi-même. C'est-à-dire, je crois que quand je t'ai dit que je suis quelqu'un d'heureux, j'ai pu le dire à partir du moment où j'ai réalisé qu'en fait, dans le parcours qui a été le mien, j'ai oublié des trésors cachés dans ma vie et que j'ai trouvé une façon de partir dans mes souvenirs pour chercher des petits trésors cachés pour me servir au moment où ça ne va pas. Et ça, l'écriture m'a beaucoup aidé parce que moi j'écris beaucoup avec mes rêves et mes souvenirs. Donc du coup, cette possibilité d'être heureux, à partir du moment où je l'ai touché du doigt, c'est magnifique. Et puis aujourd'hui, c'est ça qui me fait tenir, c'est que les gens ils me regardent, ils me disent, mais les gens de mon âge, mes amis, ils disent, mais qu'est-ce qui te fait tenir? Je dis, parce que moi j'ai trouvé le moyen d'aller dans mes souvenirs, chercher des petits trucs que j'ai cachés, que j'avais oublié même, que je ressors, que je regarde et je me dis, purée, j'ai fait ça, j'ai eu ça, j'ai gardé ça. Donc un livre, je l'écris comme le livre d'Elias, je l'écris avec ça, avec des bouts de vie éparses dans un passé, alors que je disais toujours aux gens, moi je suis carpe diem. Quand j'étais vivace et fort, j'étais carpe diem. Carpe diem, ça veut dire, je m'en fous d'hier, demain ne m'intéresse pas, je vis chaque moment
à fond. Et tout le monde me connaissait comme quelqu'un qui vivait à fond les choses. Je savais, je riais comme un fou, je m'éclatais, je prenais des quiz, je faisais n'importe quoi. Mais je me suis rendu compte, j'étais cette personne, je le suis encore en partie, mais je suis aussi quelqu'un qui a su comment retourner dans le passé pour faire de ce moment un moment qui n'est pas juste fait de contingences présentes, qui peut être aussi... et ça m'arrive tellement bien que j'écris des choses des fois, surtout en poésie, j'écris beaucoup avec mes rêves. Et souvent, je suis moi-même, je les reçois comme quelque chose qui m'est offert par quelqu'un. Et ça, je pense que ce n'est pas de l'ordre de ce qu'on décide. Oui. C'est de l'ordre de ce qui devient possible parce qu'il y a plein de choses. C'est lié à plein de choses. Et puis à un moment, c'est comme ça. Et puis... La pause d'art. En préparant cette interview, je suis tombé sur un entretien que tu as accordé à Babacar Cissé, apparu dans enquêteplus.com, datant de 2021. Au Sénégal. Ouais. Et tu dis, on ne peut pas décider de tout comprendre parce que l'incompréhension aussi est une chose importante. Absolument. Ça m'a fasciné, ça. Absolument, parce qu'en fait, l'humain croit, en fait, à partir du moment où il croit qu'il doit tout comprendre, il rentre dans ce qu'on appelle l'arrogance de la prétention. Mais comment oser vouloir tout comprendre alors qu'en fait, tu ne sais même pas si demain tu es encore là. Le vrai problème philosophique, c'est ça. L'absurdité de l'humain. C'est-à-dire que l'homme est tellement absurde parce qu'il oublie aussi vite. Dès qu'il commence à délirer, il oublie qui il est. Je te parlais tout à l'heure de la conscience. La conscience, c'est ce qui nous permet de savoir ce qu'on est à n'importe quel moment. Mais c'est aussi ce qui nous différencie des animaux. En fait, les gars, des fois, les humains, des fois, on oublie complètement cette conscience et on est dans la prétention, dans la réputation, de ce que les autres pensent de nous. Donc, du coup, comprendre nécessairement tout, ou prétendre comprendre d'ailleurs tout, devient une sorte de, pour moi, une sorte d'arrogance, de prétention et qui diminue l'humain. Parce que moi, je doute. Et je dis, j'écris parce que je cherche à comprendre. Mais en réalité, ce n'est pas la solution. Je ne cherche pas de solution. Oui. C'est la démarche qui m'intéresse. C'est-à-dire de ne pas me laisser engourdir dans la recherche, dans le fait de ne pas comprendre. Oui. Si tu restes assis dans le fait que tu ne comprends pas, là, ce n'est pas humain non plus. Tu vois, tu as les deux extrêmes. La paresse de traîner dans quelque chose, de ne pas chercher à comprendre, ou la prétention de tout comprendre. Ça, c'est les deux extrêmes. Entre les deux, il y a ce truc-là qui te fait que tu te dis, je cherche à comprendre, et dans la recherche de comprendre, tu vas vers autre chose. Juste une anecdote par rapport à cette idée. J'ai présenté mon livre dans une école, dans un lycée ici à Bamako. Un moment que je n'ai pas oublié dans cette présentation, j'ai présenté plusieurs fois, mais dans ce lycée, c'est qu'à un moment, j'ai dit au début, pendant la présentation, je dis que j'ai écrit ce livre pour essayer de guérir, je cherchais à comprendre, donc j'ai écrit ce livre pour chercher à guérir de l'incompréhension. Je dis ça comme ça, et puis à la fin, il y a une jeune lycéenne qui lève la main et qui me dit Monsieur Touré, bon, vous avez dit ça à un moment. Maintenant, moi, ma question, c'est est-ce que maintenant vous êtes guéri? Vous n'avez pas pensé, vous n'avez pas prévu cette question. Mais sur le coup, je me suis dit à moi-même, mais est-ce que je suis guéri? Et en même temps que je pensais à la réponse que j'allais donner à cette jeune fille, je me suis dit, c'est pas une question de guérison. Et je lui dis, non, en fait, je ne pense pas que
je suis guéri, mais je n'ai plus peur. Elle me dit, ah bon? Je dis oui. Je dis parce que Elias, là, le personnage d'Elias, c'est un personnage, et ça je l'ai pensé à ce moment-là. Je dis, le personnage d'Elias, en réalité, je pense que je l'ai fabriqué dans ce livre pour le regarder en face comme s'il était moi. Avec les problèmes que j'avais, je lui confiais mes problèmes et je le regardais tous les jours en face et je le manipulais. Je dis, à force de parler d'Elias, de faire parler Elias, de mettre Elias en situation, je me suis habitué à mon incompréhension. Et du coup, je le dis, il ne s'agit pas de guérir, il s'agit de ne plus avoir peur, de ne pas comprendre. Et je crois qu'effectivement, j'accepte de ne pas tout comprendre. Et c'est peut-être là où je touche une dimension humaine qui m'apaise et qui me rend heureux. Dans la même interview accordée à Babacar Cissé, tu dis quelque part que tes pairs te reconnaissent comme auteur. Mais à la sortie de ce livre, tu réclames le titre d'écrivain. En quoi est-ce important pour toi d'être reconnu comme écrivain, Charles? En fait, j'ai toujours écrit sur l'art, sur la culture. Quand on me nomme, on dit Charles Touré, prof de philosophie critique et auteur. Et en fait, mais c'est une provocation que j'ai faite aux gars, c'est que dans l'histoire littéraire française, qui est un peu notre référence à nous, francophones, les gens font une sorte de distinguo un peu trop intellectuel entre l'auteur et l'écrivain. L'auteur, c'est celui qui écrit n'importe quel texte, des essais, des poèmes, des machins, des essais, des monographies et tout ce que tu veux, mais on ne devient écrivain que lorsqu'on écrit de la littérature, c'est-à-dire de la poésie, du roman ou de la nouvelle. Et du coup, c'est vrai que quand je lui dis ça, c'est que je dis, il y a plein de gens que je connais, j'ai plein d'amis écrivains qui disaient Charles est un auteur, mais qui maintenant disent Charles est un écrivain. Et c'est vrai que ça, c'est un bonus. C'est un bonus. C'est-à-dire, c'est le fait que je ne faisais pas attention au fait que je n'étais pas écrivain. Je le découvre justement après le livre. C'est-à-dire, je ne réalisais même pas qu'on ne m'acceptait pas comme écrivain. Je le découvre après. Parce que les gens ne mettent plus auteur, ils disent écrivain. L'écrivain, ça me pourrait. Donc, du coup, ça m'a perdu et je le dis. Tu vois, rien que ça, c'est important parce que j'ai pas mal d'amis écrivains, tu vois, qui ont écrit des choses magnifiques et que je lis. J'ai des amis écrivains que je lis avant qu'ils ne publient. Tu vois, donc du coup, c'est vrai que maintenant, j'ai l'impression que tout d'un coup, ils m'acceptent. Ils m'acceptent dans le cercle. Dans leur sérail. Donc, voilà. Et justement, on va finir en restant toujours dans ce cercle lié à l'écriture. C'est ta casquette de commissaire d'exposition et de critique d'art. Chap, comment tu arrives au commissariat d'exposition? Mon travail avec des artistes plasticiens à l'école, l'enseignement, m'ont amené et ma formation de prof d'esthétique m'ont amené à m'interroger quand même sur les concepts, sur les œuvres. Donc j'observe et je traverse, si tu veux, la création contemporaine africaine, de pays en pays. Je veux voir des gens, je vois des gens et donc à un moment, c'est tout naturellement, tu vois, moi j'ai commencé à faire du commissariat en ayant presque une façon de voir, moi, le travail d'un artiste. C'est-à-dire, je rencontre des artistes, le travail m'intéresse et j'ai envie de raconter une histoire, la mienne, avec. Donc, vraiment de façon presque, c'est toujours dans la démarche de comprendre. Donc, j'ai commencé à exposer des artistes, à faire des bouquins avec des artistes, et puis finalement, la pertinence de ce que je propose intéresse, et finalement, je me retrouve à faire
à faire des expos pour le World Press Photo, et surtout que le concept de faire des expos, j'ai commencé à faire des commissariats d'expos surtout en extérieur, avec cette proposition que j'ai faite ici d'exposer de la photo dans la rue, ça m'a accompagné. Donc j'ai fait pas mal d'expos parce que les gens disent ah, Chab, il sait mettre en expo une histoire même dans la rue. Donc petit à petit, et puis je fais le commissariat des rencontres photo avec Simon Jamy en 2001. Et la galerie continue mon travail. J'ai beaucoup plus exposé les artistes à travers la galerie qu'en tant que commissaire indépendant. Et donc, j'arrête à un moment en me disant, je n'ai pas envie d'exposer des artistes. Ce qui m'intéresse, c'est beaucoup plus de parler du travail des artistes. Donc, la critique, et puis surtout que j'aime bien les challenges. L'Afrique et le Mali particulièrement, il n'est pas facile de critiquer l'œuvre. D'accord. Parce que on est une société dans laquelle il y a ce que j'appelle la courtoisie complaisante. C'est-à-dire, les gens ne disent jamais à quelqu'un ce que tu fais n'est pas bien. Parce que quand tu dis à quelqu'un ce que tu fais n'est pas bien, c'est comme si tu lui dis que lui n'est pas bien. Or, la critique parle de l'œuvre et pas de l'artiste. Donc la critique est confondue très facilement ici avec la critique de la personne de l'artiste. Donc du coup, c'est très difficile de critiquer et j'ai eu énormément de mal à critiquer et j'ai dû inventer la façon dont il faut critiquer. D'accord. En Peux-tu fait, nous en parler s'il te plaît de cette non, façon? la façon dont j'en parle, la façon dont je critique l'œuvre dans un contexte, dans le contexte. C'est pour ça qu'au départ, je te parle de est-ce qu'on fait de l'art pour nous ou est-ce qu'on fait de l'art pour l'ailleurs? Et donc, toute ma critique, elle est là. Bien entendu, elle est difficile à entendre parce que il y a beaucoup de gens que ça dérange, cette question. Aussi bien chez les artistes que dans le personnel artistique. Parce que c'est compliqué. Salut les gars. Merci Chab, merci On a pour ton beaucoup de temps. Oui, on a pris beaucoup de temps. C'est super. Cet épisode vous a été offert par Yamaro Photo, collectif de photographes maliens. Merci à vous d'être si nombreux à nous écouter. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour aller à la découverte d'une histoire intimement liée à l'art. La pose d'art est une idée d'Yvon Gassam. Voix off, Solange Nembe. Musique, Tumo. Mixage, Ralin Gamou. Réalisation, Yvon Gassam. La pose d'art est un podcast produit par African Entertainment avec le soutien du laboratoire de théâtre de Yaoundé, Otni et de Satek Records.